Au Burkina Faso, la détresse des tenanciers des maquis est à son comble. C'est la galère chez les tenanciers des maquis et leurs employés depuis que le gouvernement a décidé de fermer les débits de boissons. Pas de travail, pas de revenus et pourtant il y a des charges à honorer. Que faire? À Bobo Dioulasso, les acteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Vous le verrez dans ce journal. Le nouveau coronavirus serait-il le virus de Mamadou Dango, lui qui avait prédit il y a 30 ans un virus plus dangereux que le VIH? C'était sur la télévision nationale du Burkina Faso. LCA a voulu en savoir plus sur cette prédiction de ce passionné qui explore les mystères des pyramides égyptiennes. Nous vous en parlons dans cette édition. L'opposant Akbeyombe Kodjo, arrêté hier au Togo, l'ancien premier ministre togolais a été conduit dans les locaux de la gendarmerie et devra être présenté au procureur. Il est accusé de n'avoir pas répondu présent à des convocations. On vous en parle dans cette édition. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Gabriel Akbeyombe Kodjo a passé la nuit d'hier au service central des renseignements et d'investigation criminelle et attend d'être présenté au procureur. L'opposant a été arrêté pour n'avoir pas répondu à sa troisième convocation successive devant le service en question. Les avocats de l'ancien premier ministre togolais ont indiqué que leurs clients n'avaient pas pu répondre aux convocations du 1er et 9 avril ainsi qu'à celle de lundi pour des raisons de santé. L'humilité d'Akbeyombe Kodjo a été levée mi-mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. D'une arrestation à une autre, le Cameroun a ordonné hier celle des 3 militaires et des 10 miliciens impliqués dans le meurtre des civils. La présidence camerounaise a enfin admis que des soldats ont abattu 13 civils, dont 10 enfants, dans le nord-ouest du pays mi-février dernier, une zone qui était en proie à un conflit qui oppose des séparatistes à l'armée. Le pouvoir de Yaoundé a déclaré que 3 soldats ainsi que des membres d'un groupe d'autodéfense avait pris d'assaut une base rebelle séparatiste. Il laisse entendre également que les décès étaient accidentels, mais les soldats avaient tenté de dissimuler les preuves en fournissant aux autorités un rapport biaisé de l'opération. Vous vous en souvenez, la tuerie avait provoqué un tollé international et Yaoundé avait nié toute responsabilité des militaires. Au Burkina Faso, dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le gouvernement ne va pas distribuer des cache-nez à la population, excepté les couches vulnérables et les élèves. Des mesures seront toutefois prises pour que le prix de ces cache-nez n'excède pas 300 francs CFA. C'est ce qui ressort en tout cas du traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Aussi, en ce qui concerne les 1141 déplacés internes touchés par la pluie du 19 avril dernier, le conseil rassure, leur cas a été pris en compte. Ils ont été mis à l'abri des besoins urgents. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou. Au titre donc du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, nous avons adopté un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil national d'orientation du régime d'assurance maladie universelle. Ce Conseil national d'orientation est placé sous l'autorité du Premier ministre et a pour attribution de donner les grandes orientations de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle, de donner des orientations pour l'harmonisation des outils et procédures des 2 organismes de gestion du régime d'assurance maladie universelle et de prendre toutes les initiatives nécessaires à la résolution des difficultés d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Voilà donc en ce qui concerne les dossiers. Je voudrais m'arrêter sur les communications orales. Le ministre de l'administration territoriale a fait au Conseil le point de la situation qui prévaut donc dans la région de l'Europénie. Le Conseil, après avoir écouté les différents ministres en charge du dossier, appelle tous les acteurs à œuvrer pour un retour à une situation d'accalmie. Le Conseil également voudrait remercier tous ceux qui ont permis le retour à l'apaisement qu'on constate dans la région. Et il voudrait inviter les populations à rester donc dans une situation de calme et à garder raison, afin donc de ne pas remettre en cause le vivre ensemble et surtout la coexistence religieuse pacifique qui a toujours existé dans cette région de notre pays. Madame le ministre en charge de la solidarité nationale a fait au Conseil
le point de la situation d'accueil des personnes déplacées internes suite à l'orage du 19 avril dernier. C'est à 1141 personnes qui sont concernées et l'assistance apportée par son ministère a consisté donc en des abris, en des vêtements, en des vivres et un autre ensemble de non-vivres nécessaires à la minimum de vivres pour ces personnes. Elle a également fait le point de la situation des voyageurs bloqués au niveau donc de la gare de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso et au niveau donc de Niangologo pour cause notamment de quarantaine liée donc au Covid. À Bobo donc c'est à peu près 60 personnes qui sont concernées et à Niangologo c'est à peu près 180 personnes qui sont concernées et qui sont prises en charge donc par les gouverneurs de la région avec le soutien de l'action sociale. Pour terminer, donc, le ministre de l'Énergie a fait au Conseil donc le point de la gestion de la pique en demande d'électricité, pique que nous connaissons actuellement avec les périodes de chaleur. Il a fait constater que pour la première fois depuis 10 ans, nous avons réussi à équilibrer l'offre et la demande. Nous avons en disponibilité plus de 700 mégawatts qui se répartissent à peu près entre 250 mégawatts importés entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et le reste étant produit soit par des acteurs privés, soit par la Sonabel, soit par les centrales solaires ou soit par l'énergie hydroélectrique. Nous avons cependant une marge relativement limitée de 50 mégawatts qui fait que lorsque nous avons des lignes qui connaissent des pannes en raison notamment de surcharge au niveau du matériel ou de la vétusté de ces lignes-là, il y a effectivement des coupures de courant qui interviennent dans certaines zones. À Bobo-Dioulasso, le centre de prise en charge des malades du Covid-19 ouvre ses portes aux journalistes. Les hommes et femmes de médias étaient hier en immersion dans le dit centre situé à l'hôpital pédiatrique de Belleville. D'une capacité de 40 lits, le centre ne peut recevoir à ce jour que 11 patients. Ils ont ainsi pu constater les conditions d'internement et de suivi des malades du coronavirus. Le point avec notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara. C'est ici l'hôpital pédiatrique du jour qui accueille les malades du coronavirus depuis le 10 avril. Longtemps resté secret, le centre de confinement de Bobo-Dioulasso s'est ouvert aux journalistes pour non seulement apprécier le travail du personnel soignant, mais aussi les conditions de prise en charge des malades. On les a appelés, ils n'ont pas refusé, ils sont venus. Ils ont fait le nécessaire. Et 2 jours, 48 heures après, ils m'ont rendu compte que c'était positif. J'ai dit, mais si c'est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, qu'ils vont me confiner. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est la solution, on va faire. Depuis que je suis venu, je ne sais pas, bon, compte tenu de mon âge ou bien quoi, en tout cas, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Les occupants d'ici sont très gentils. Et depuis que je suis venu, rien ne m'a manqué. Le centre compte à ce jour 6 malades internés, dont un en soins intensifs. À Belleville, nous avons 2 catégories de patients. Les patients qui ne nécessitent vraiment pas d'un suivi rapproché sont les patients qui n'ont vraiment pas de signes de gravité. Et il y a des patients qui ont, la deuxième catégorie, ce sont les patients qui ont besoin d'un suivi vraiment très rapproché, qui ont des états un peu graves. C'est un personnel mixte qui travaille avec les moyens de bord pour donner de l'espoir aux patients du Covid-19 admis au centre de confinement de Belleville. Il y a les infectiologues, il y a les réanimateurs, il y a les internistes, il y a les pneumologues et aussi il y a les cardiologues. Donc ensemble, nous décidons la conduite à tenir par rapport aux patients qui ont vraiment besoin de soins rapprochés. Nous traitons avec les moyens de bord que nous avons et jusqu'à aujourd'hui, depuis que nous avons déménagé ici, nous n'avons perdu aucun patient. Désormais, les dépistages volontaires peuvent se faire dans ce centre. Une vingtaine de box sont réalisées pour répondre.
Après l'ouverture du grand marché de Bobo-Dioulasso, une question taraude les Bobolais. À quand l'ouverture des maquis, ces lieux d'ambiance, de retrouvailles et de convivialité? Elle est très attendue chez les propriétaires, mais aussi chez leurs employeurs, de plus en plus gagnés par le désarroi. Le travail est en stand-by alors que les charges sont constantes, une situation difficile à vivre. Le constat avec notre correspondant depuis Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Ouattara. Cette terrasse qui recevait tous les soirs des artistes et un public enthousiaste est à l'abandon. Depuis les premiers jours du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le complexe Zénith a fermé ses portes. Une situation difficile à vivre pour le superviseur. On a beaucoup de charges parce qu'il y a l'électricité qui est là, il faut payer l'électricité. Jusqu'à présent, on a fermé, il y a les redevances qui vont venir. Bon, l'éclairage aussi, il faut payer. Il y a les vigiles aussi qu'il faut payer pour surveiller le coin. Parce qu'on ne peut pas rompre le contrat comme ça avec eux, comme il y a le couvre-feu qui est là, on ne peut pas les payer, il y a ça, ça. Bon, si on rompt le contrat, on est obligé, si le couvre-feu finit, il faut faire appel aux gens encore. Donc tout ça, il faut chercher des gens qui vont nous trouver des filles pour gérer, il faut nous trouver des managers, il faut nous trouver des DJ. Donc ça fait que jusqu'à présent, le contrat qui nous lie, on a ça avec eux. Donc on ne peut pas rompre le contrat. Au Takai du boulevard, les conséquences sont énormes. Le propriétaire ne veut pas évoquer des chiffres. Je n'aimerais pas que on dise vraiment une somme, mais bon, pour ceux qui connaissent vraiment le Takai du boulevard, ils savent que même 2 jours même de fermeture, c'est ce qu'on peut faire. Seulement si on doit seulement se contenter ici, même côté personnel, ça c'est vraiment pas facile. Voilà. Cette période est mise en évidence pour faire des travaux de réfection afin de pallier aux problèmes d'hygiène dans ce maquis. Quand on parle de Covid-19, ce qu'on doit faire ici, là, ce n'est pas caché de personne. Bon, c'est un temps peut-être que nous on profitait quand même de le faire parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir un temps pour dégager un temps pour le faire. On le fait pour que l'hygiène soit plus présent parce que même 2 fois dans la semaine on va pouvoir laver le milieu, puis bon, pour que les clients se sentent, qu'on puisse combattre le mal. Les travailleurs de maquis vivent des moments de calvaire pendant cet arrêt de travail. Aujourd'hui, la haria, si tu te lèves matin même pour gagner le nourriture comme ça, là, c'est grave. On veut que n'a pas oublié maquis, on peut travailler puis gagner un peu seulement pour manger. Certains d'entre eux sont inquiets et craignent la fermeture totale de leur maquis. Si le maquis est fermé, je serai en chômage. Bon, moi ça ne m'arrange pas. Je voudrais que nous, on trouve une solution rapidement pour que chacun de nous puisse travailler aussi. Dans la gestion des maquis, chacun est préoccupé par son travail. Actuellement, les appareils sont en arrêt et c'est le fardeau des DJ. En tout cas, les appareils ne parlent plus. Ça me fait mal parce que j'ai envie même de toucher à ça. Parce que ça me manque à cause de cette maladie et puis les coins sont fermés. Bon. Nous aussi, le petit qu'on gagne là, donc on ne gagne plus. Donc on va faire comment? Donc on prie Dieu que, Inch'Allah, les autorités aussi vont prendre les mesures pour régler tout ça et puis tout le monde gagne son gagne-pain, quoi. À quand l'ouverture des maquis? C'est la question que se posent la plupart des travailleurs. La réouverture des marchés donne de l'espoir à beaucoup d'entre eux qui s'impatientent. On en vient à présent à ce virus qui serait plus dangereux que le VIH-Sida. Mamadou Dango avait annoncé ce sinistre avènement il y a 30 ans de cela, une annonce à la télévision nationale qui avait fait sursauter tout le monde sur le plateau. Mais aujourd'hui, avec la crise mondiale du Covid-19, cette prédiction trouve un certain sens. Le nouveau coronavirus serait-il le fameux virus de Dango? Nous avons retrouvé le chercheur passionné des pyramides et de ses mystères, ainsi que le journaliste Traoré qu'il avait reçu à la télévision nationale en 1992 pour mieux comprendre. Ahmed Nalema. Ça veut dire que j'ai toute la planète sous mon emprise. Depuis plus de 30 ans, Mamadou Dango explore les pyramides d'Égypte, décode ses mystères et ses messages au monde. Des complexités mathématiques et géométriques qu'il décrypte à la lumière du Coran, de la Bible et des kabbales hébraïques. De ces investigations, il en tire un plan cosmique dans lequel il projette le destin du monde. En 1993,
sur le plateau de la télévision nationale du Burkina, au cours d'une émission de Yacouba Traoré, il annonce l'apparition d'un virus plus dangereux que le VIH-Sida. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri. Ça va arriver d'une manière spontanée, si rapide que l'homme n'aura pas le temps de réagir, parce que à la fin de l'an 2000, nous sommes non seulement à la fin d'un millénaire et d'une fin de siècle. Or, le cycle 7 est un cycle qui se répète. Ayant étudié de près, personnellement, la morphologie du virus du sida, je suis inquiété. Parce que le plan cosmique, et à l'aide de la grille, fait ressortir un autre virus. Donc le virus du sida est l'avant-dernier virus avant l'an 2000. Il y a donc un autre virus. Le nouveau coronavirus, à l'origine de la fermeture du Vatican, de la Mecque et de la mise en quarantaine de pratiquement la moitié de l'humanité, serait-il le virus qu'annonçait Dango il y a 27 ans? La question est troublante pour le journaliste qui s'est entretenu avec le passionné des pyramides. Qui souhaitait passer à la télé parce qu'il a des révélations à faire pour les décennies à venir. Et ces révélations, c'était quoi? C'était notamment l'apparition d'un virus. Un virus, dans les années 90, on était en pleine période de sida. Et il disait que ce virus-là était plus dangereux que le virus du sida. Et que ce ne sont pas, en fait, c'est pas de la prophétie. Ce sont des résultats de recherche qu'il a obtenus à partir de l'étude d'un plan cosmique. C'est pourquoi moi-même je suis troublé. Je me demande si c'est pas un illuminé, c'est un chercheur. L'initiative de recevoir l'égyptologue dans son émission à l'époque crée la polémique et Yacouba Traoré est accusé par des chercheurs burkinabés d'avoir semé la panique. Certains chercheurs au niveau du CNRST qui étaient foncièrement contre les affirmations de Dango m'ont dit vertement que j'ai paniqué la population de Ouaga, du Burkina, tous ceux qui recevaient en tout cas la RTV à l'époque. Il y en a qui n'ont pas été du tout tendres. Dango, c'est un fou, c'est un illuminé. Il a paniqué toute la population et c'est pas sérieux de ma part. 27 ans après, Mamadou Dango nous confirme qu'il s'agissait bel et bien du virus dont il parlait en 93 sur la télévision nationale du Burkina. Je reconnais effectivement avoir, lors de cette émission scientifique, parlé d'un virus. Mais je ne pouvais pas nommer le virus. Parce que c'est à travers mes travaux que j'ai pu déterminer un cycle périodique qui survenait par suite de l'expansion physique de l'univers. Et cette expansion physique de l'univers a un impact sur les êtres vivants. Honnêtement, je ne pouvais pas nommer le virus parce qu'en d'autres temps et en d'autres circonstances, j'aurais pu être guillotiné. Puisqu'on ne va pas me croire, de toute façon, depuis 1993, on ne m'a pas cru. J'aurais pu être taxé de fou. C'est cyclique, il y en aura toujours. C'est en ces termes que nous annonce le scientifique l'apparition d'un prochain virus dans 11 ans. C'est cyclique. Il y en aura toujours. Il y en aura. Après celui-ci, le chiffre qui suit est de 38. Si on considère que c'est 38 ans depuis le 1993, nous sommes à 27 ans, n'est-ce pas? Nous verrons dans 11 ans ce qui va suivre. N'ayant toujours pas obtenu le laboratoire pluridisciplinaire qu'il sollicitait aux autorités afin de pousser ses recherches plus loin et mettre ses compétences au service de son pays, Dango parle toujours des pyramides avec passion. Il étonne par sa maîtrise de la géométrie, de l'astronomie et bien d'autres disciplines qui bouleversent dans le même temps les esprits logiques. Au point que l'on se demande toujours si l'on a affaire à un esprit scientifique, un illuminé ou simplement un voyant.
Ce passionné des pyramides ne s'arrête pas à là. Il prédit encore une autre catastrophe, un futur dans lequel les hommes seront obligés d'acheter de l'oxygène pour respirer et le sort de ceux qui ne pourront pas s'en procurer sera évidemment tragique. Aussi, les hommes n'ayant pas les mêmes hormones, Mamadou Dango suggère que la fabrication des médicaments se fasse en fonction du groupe sanguin. On en sait plus dans ce reportage signé Ahmed Nanema. Le nouveau coronavirus n'est que l'ombre de ce qui bouleversera le monde. Mamadou Dango, chercheur de vocation, nous informe d'un temps qui viendra où les hommes auront besoin de se procurer de l'oxygène afin de pouvoir respirer. Quand on prend le Covid-19, nous portons tous actuellement des masques. Un temps viendra où les hommes entreront en pharmacie et achèteront des bouteilles d'oxygène. Qu'on mettra sous l'habit et dont on fera passer le raccord au bout du nez avec un raccord qui rejoint la bouteille sous l'habit. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'oxygène ou l'atmosphère sera viciée. La fabrication des médicaments doit tenir compte du groupe sanguin du malade, mais aussi du résus, en vue de les épargner des effets secondaires qui sont souvent mortels. Les prévisions avec ce Covid-19, va falloir dire aux scientifiques de concevoir et de réaliser les médicaments selon le groupe sanguin et le résus du malade. Pourquoi? Ça amène des effets secondaires, ça amène même des cas de mort subite. On nous donne à tous les deux les mêmes comprimés, que c'est pour le palais. Toi, tu te soignes, tu guéris. J'avale les mêmes comprimés, je ne guéris pas immédiatement, mais je fais des allergies. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. On est tous des êtres humains, mais on est différents de par nos hormones. Bien qu'ayant blanchi des cheveux, il travaille en ce moment sur un nouveau projet, celui d'un abri atomique souterrain. J'étais sur la conception d'un abri atomique souterrain. C'est-à-dire, en cas de largage d'une bombe, que ce soit une bombe atomique ou une bombe à neutrons, une bombe à hydrogène, qu'on puisse sauver quelques personnes. Et ce n'est pas en surface qu'on construit ces sortes d'abris, dans le sous-sol. Mais là, c'est le plus gros financement. Des milliards, voilà, des milliards. Et que je sais que je ne vais jamais obtenir. Voilà. Même si je le souhaite. On sauvera au moins l'espèce burkinabé. L'Afrique ne parviendra seulement à un développement véritable que lorsqu'elle aura obtenu des dirigeants audacieux, nous affirme l'égyptologue. Les autorités africaines, en l'occurrence celle du Burkina Faso, doivent prôner le rayonnement scientifique de leurs différents pays, car, dit-il, l'Occident ne sera pas toujours présent pour leur venir en aide. L'homme dit avoir été victime de blocages, d'adversité, d'injures, de jalousie, de rancune et même de menaces de mort, rien que pour la science. Ce qu'il ne souhaite pas à la jeune génération. Et je souhaite que ce qu'on m'a fait moi, qu'on ne le fasse pas à la jeunesse. Les mesures de lutte contre le Covid-19 riment notamment avec fermeture de certains endroits. Sont de ces lieux-là les endroits par excellence de distraction grand public. À l'atelier théâtre burkinabé Atebi, les responsables avaient déjà pris de l'avant avec le lancement d'une plateforme de téléthéâtre en ligne et en direct pour les férus du genre. Atebi Théâtre 2.0, c'est un reportage de Gilles Dasda et de Bachirou Sawadogo. Cette salle où nous conduit Raphaël Ouedraogo était il y a peu
l'une des plus fréquentées. Aujourd'hui, les 400 places de l'espace Ismaël Kwanda sont désespérément vides. Et le réceptionniste de l'atelier théâtre burkinabé ATB en est tout retourné. Vide aussi les 700 places qui meublent la scène principale du même théâtre. Il y a peu, les spectacles de cette structure théâtrale étaient très courus. Envolés, les centaines de spectateurs présents à chaque pièce. La cause est connue, le coronavirus. Mais au vu de l'importance du maillon culturel qu'est le théâtre, il fallait trouver un palliatif. Transporter le 6e art sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, Internet a pris vraiment une très grande place dans la communication. Eh bien, nous nous sommes dit pourquoi pas inventer un système qui nous permettrait de faire du théâtre pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et autres. Et c'est ce qui nous a conduit à créer ce que nous avons appelé le téléthéâtre ATB. Et ce téléthéâtre va nous permettre de diffuser nos pièces de théâtre, que ce soit des pièces de théâtre d'auteur, des pièces de théâtre forum, des chantiers de théâtre communautaire, des événementiels ou même certains reportages. L'expérience est nouvelle, même pour cette structure expérimentée. Mais il existe des pistes pour percevoir le retour du public qui se trouve de l'autre côté de l'écran du téléphone portable. Nous essayons de créer une communauté de regardants, donc de spectateurs, qui réagissent par écrit et certains même nous envoient des vidéos de leurs réactions. Et c'est ça qui va constituer une nouvelle approche. Maintenant, nous avons l'intention que, au terme d'une période de diffusion, généralement c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc le samedi nous allons organiser une sorte de chatting qui fait que tous ceux qui ont vu peuvent revenir et redéposer leurs questions, leurs propositions et qu'on ait un débat ouvert sur Internet sur la pièce qui aura été jouée durant la semaine. Et la semaine qui suit, c'est une autre pièce qui sera à l'affiche. Et chaque semaine, on aura une pièce du mardi au samedi. Faudrait-il entrevoir déjà un nouveau tournant dans la manière dont l'ATB va présenter ses créations dans un futur proche? Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour répondre à cela, parce que nous venons juste de commencer, nous voulons voir comment l'expérience va accrocher le public, quelle est l'audience que cela va avoir. Et petit à petit, nous pensons que ça va aider à booster davantage nos créations, à donner de la visibilité au théâtre burkinabé, au théâtre de l'ATB, et donner peut-être l'envie à ceux qui ne se déplaçaient pas d'aller vers le théâtre scénique, parce que, somme toute, c'est quand même ça qui est l'essentiel. L'essentiel de ce que nous proposons, ce sont des pièces de sensibilisation, et cela ne peut réussir que si on élargit, évidemment. Et nous espérons également bénéficier de l'accompagnement des chaînes de télévision qui accepteraient de diffuser directement les pièces que nous avons, et cela va contribuer au renforcement de la visibilité et de l'efficacité d'impact de nos créations théâtrales. Créations qui peuvent contribuer à leur manière à sensibiliser les populations dans la lutte contre le Covid-19 pour qu'advienne bientôt le crépuscule de cette pandémie, afin que ces places deviennent à nouveau noires de monde et que sur ces planches, la vivacité d'antan reprenne cours. Et pour clore cette édition, sachez également qu'en RDC, au moins 46 personnes sont mortes dans les récentes inondations à Ouvera, dans l'est du pays et dans ses environs. De nombreuses autres personnes sont portées disparues après les fortes pluies de jeudi et samedi. Les inondations ont en outre détruit 15 000 maisons, une annonce faite hier par les responsables locaux. Pour l'heure, le Haut Commissariat aux réfugiés travaille avec les autorités locales et ses partenaires pour assister immédiatement quelques 80
21 000 personnes touchées par ces inondations. Le bilan pourrait être encore plus lourd dans cette région qui est déjà frappée depuis des années par l'insécurité et les conflits. La population, elle, espère retrouver sa quiétude dans de brefs délais. Ne dit-on pas que l'espoir est le pilier de ce monde? C'est sur ce proverbe africain que s'achève cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.